Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être là pour cette présentation consacrée à la Française des Jeux, FDJ, avec madame Stéphane Pallez, qui est la présidente de FDJ. Bienvenue. Bonjour. Alors avant de commencer vraiment la présentation, on va lancer un petit film rapide sur la FDJ, sur comment gagner avec FDJ, c'est ça ou... Faire gagner la France. Faire gagner la France, c'est encore mieux. C'est important, Voilà. Surtout en ce moment. C'est d'actualité. On peut gagner un mètre, gagner un siècle, gagner l'éternité, gagner en mètres. On peut gagner sa croûte, gagner ici, gagner au foot. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. Aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip, gagner sans perdre les siens, gagner d'une main. Gagner chauvin. On peut gagner en confiance, gagner sa place, gagner au grattage, gagner au tirage, gagner une seconde chance et gagner le large. FDJ, c'est 1 millionnaire tous les 2 jours, mais c'est aussi des millions de Français qui bénéficient de nos engagements dans le sport, la vie locale, le patrimoine et l'insertion des plus fragiles. FDJ, et voir la France gagner. Alors voir la France gagner, c'est d'actualité. C'est d'actualité avec la Coupe du Monde en ce moment et donc les paris sur le football. Mais il y a plein d'actualités sur FDJ. Il y a eu récemment l'acquisition de The Turf. Ça reste du sport, c'est du sport épique, mais pas uniquement. Il y a eu la journée investisseur qui a été importante puisque vous avez tracé les perspectives du groupe à moyen terme. Et d'ailleurs, on va parler de la stratégie du groupe et de ses perspectives. Mais peut-être avant, Madame Pallez, une rapide photographie du groupe, parce que tout le monde connaît, tout le monde, ou presque, a été client au moins une fois du groupe, mais on ne sait pas exactement ce que représente FDJ, par exemple en chiffre d'affaires, en résultats, en répartition de l'activité. Alors merci. Je crois qu'on est censé vous afficher quelques chiffres. Donc déjà, bonjour à tous et merci d'être là pour... partager ce petit moment d'information sur FDJ, donc l'entreprise et sa stratégie. Donc FDJ aujourd'hui, c'est une entreprise leader dans son secteur, déjà leader dans le secteur des jeux d'argent et de hasard en France. Donc 2500 collaborateurs, mais 25 millions de joueurs, un Français sur 2 en âge de jouer. Plus de 30 000 points de vente, donc le plus grand réseau de proximité en France, un réseau d'indépendants, mais dont on est extrêmement fier, dans lequel on investit beaucoup. 2,3 milliards de chiffre d'affaires, 23% de taux de marge d'EBITDA, ça c'est le taux de marge donc 2021, et une notation ESG, RSE, qui est faite par Moody's à 1+, parmi les meilleurs du secteur et les meilleurs tout court des entreprises notées par Moody's au titre de la RSE. Donc aujourd'hui, nous représentons en réalité plus de 50% du marché français des jeux d'argent et de hasard. Et après, quand on nous regarde au niveau mondial, c'est une entreprise qui est bien sûr aujourd'hui essentiellement en France, mais qui en termes de taille est aujourd'hui la 2e entreprise de jeux européenne dans le secteur des jeux d'argent et de hasard, et peut-être la 4e mondiale, avec des Chinois qui sont peut-être pas totalement comparables non plus. Voilà, donc ça c'est pour les chiffres. Alors peut-être sur les activités, et on va évidemment en parler davantage tout à l'heure à travers les questions que vous allez me poser. Donc évidemment des activités cœur qui sont toujours la loterie, c'est notre activité historique, ça continue d'être près de 80% de notre chiffre d'affaires. C'est une activité sur laquelle l'entreprise est en monopole dans les points de vente et en ligne, et sur laquelle donc on est en train de transformer beaucoup l'entreprise, comme on y reviendra. Les paris sportifs, donc effectivement un sujet d'actualité, un marché qui est
en croissance, très dynamique, un marché de recrutement qui représente 20% donc, de notre chiffre d'affaires et dans lequel nous avons effectivement le monopole dans les points de vente et nous sommes aussi un acteur d'un marché en ligne très, très dynamique, on y reviendra également. Et puis, nous avons commencé donc à aller chercher de nouvelles sources de croissance en regardant plus loin, donc des activités de diversification. En réalité, derrière ça, deux choses assez différentes. L'une qui consiste à utiliser nos actifs français, notamment notre réseau, nos infrastructures technologiques, pour proposer des services de paiement. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire, on y reviendra peut-être. Et puis, des activités à l'international où nous avons déjà des clients à l'international et où nous pensons que nous pouvons davantage encore investir et nous développer, donc des potentiels de croissance, évidemment, pour l'avenir. On reviendra peut-être sur les éléments financiers à la fin. Oui. Voilà, je crois que là, c'était plus la carte d'identité de l'entreprise qui était nécessaire pour commencer. Alors on va parler de la stratégie et il y a un bon point de départ puisque je l'ai évoqué en introduction, il y a 2 semaines, le groupe a organisé une journée investisseur et donc présenté ses perspectives et ses axes de développement à moyen terme. Et donc vous avez mis en avant 3 thèmes principaux qui sont la croissance, le numérique d'abord, la croissance externe et puis la responsabilité sociale et environnementale. Alors on va revenir sur ces différents points en commençant par le numérique, donc avec des mises en ligne qui continuent à monter très fortement, plus 42% je crois l'an dernier. Alors à quel rythme cela va-t-il continuer et puis quelles sont les perspectives du groupe justement dans ce développement numérique ? Alors, le numérique, c'est un levier de croissance et de rentabilité pour le groupe. Ça l'a été ces dernières années et ça va l'être pendant les années qui sont devant nous, puisqu'on a parlé 2025, mais je pense qu'on pourrait certainement le dire oui, parce au-delà. Que le plan est à l'horizon 2025, c'est ça ? Le plan, aujourd'hui, notre guidance moyen terme est à horizon 2025, mais là, je pense qu'on parle de quelque chose qui, encore une fois, est certainement une tendance encore au-delà. Alors, comme vous l'avez dit, les mises digitales du groupe ont considérablement cru, notamment pendant ces 2 dernières années, 42% effectivement en 2021. Il y a derrière ce 42% un aspect un tout petit peu conjoncturel qui quand même vient de la crise Covid que nous avons connue et qui a, comme dans beaucoup de secteurs, poussé cette activité, mais sur laquelle nous étions de toute façon en train d'investir massivement avant cette crise, donc on a bénéficié peut-être de cet accélérateur. Aujourd'hui, ce que nous avons en tête, c'est que on devrait être sur une croissance annuelle de 20% par an. Donc aujourd'hui, il y a eu un coup d'accélérateur. Il y a eu un coup d'accélérateur, et là on est dans une tendance normalisée, alors qui est déjà une croissance très dynamique du digital, mais c'est aussi parce que nous sommes une entreprise de croissance aussi dans notre réseau physique. Donc, si je puis dire, nous marchons sur 2 jambes. Nous avons toujours de la croissance dans ce formidable réseau qui touche tous les Français grâce à son maillage territorial. Et effectivement, sur le digital, en particulier sur la loterie, on a développé en quelque sorte un nouveau canal de distribution. Non seulement nous avons transposé nos grands jeux classiques, évidemment, en ligne, donc Euromillions, Loto et même nos jeux à gratter sont aujourd'hui en ligne, mais nous avons aussi conçu toute une nouvelle gamme de jeux numériques. Donc c'est un facteur de croissance, un facteur de recrutement aussi de joueurs différents de ceux qu'on trouve dans les points de vente. C'est un facteur, évidemment, ça se fait à travers l'innovation, ça se fait à travers le marketing digital. Donc c'est toute une nouvelle entreprise, d'une certaine manière, qui est en train d'arriver à travers ce développement du numérique. Aujourd'hui, on est à 12% de mise digitale et probablement à 2025, on sera au moins à 20%. C'est une tendance de fond, de toute façon, dans la distribution que nous rejoignons. Et la numérisation est plus forte actuellement dans les jeux sportifs ou dans les jeux de loterie ? Alors, la numérisation, quant à l'échelle de FDJ, elle est
aller un peu plus forte dans la loterie parce que nous sommes en monopole sur les paris sportifs en point de vente, et donc la majeure partie de notre activité de paris sportifs est une activité dans le réseau. D'accord. Voilà. Mais après, le marché en ligne croît plus vite que le réseau, donc à terme, effectivement... là aussi, ça progressera. Si on regarde du côté maintenant du deuxième thème qui était évoqué, c'était la croissance externe. Vous en avez un petit peu parlé au niveau des diversifications. Donc il y a eu plusieurs opérations ces derniers mois, Aleda, l'addition, The Turf. Quelle est votre stratégie? Parce que The Turf, c'est dans votre marché traditionnel, alors que d'autres opérations, vous l'avez dit, sont pour explorer des territoires nouveaux, que ça peut être à l'international, mais ça peut être aussi dans les paiements, par exemple. Alors, sur la croissance externe, et comme on l'a illustré avec The Turf, notre premier objet de croissance externe, c'est le renforcement de notre cœur de métier, de nos cœurs de métier. Donc, dans nos cœurs de métier, effectivement, nous avons une activité de paris sportifs, une activité de paris sportifs qui est donc en ligne sur le marché en concurrence et sur laquelle nous souffrons d'être un acteur qui reste encore aujourd'hui sur une seule activité qui est le pari sportif, alors que nos concurrents sont en fait des acteurs du marché online plus globalement, c'est-à-dire qu'ils ont à côté du pari sportif le poker ou le pari hippique, ou les deux, et ce qui évidemment est beaucoup plus efficace et puissant en termes de relations avec les clients. Voilà. Donc nous avons, sur les paris sportifs, nous avons saisi une opportunité qui est celle donc, de l'acquisition de The Turf, qui est donc le premier opérateur après le PMU sur le marché des paris hippiques en ligne, qui est aussi un marché ouvert à la concurrence. Et donc, nous avons effectivement annoncé que nous avions signé cette acquisition qui est destinée donc à renforcer notre positionnement sur le marché en ligne en France. Alors, si je vous comprends bien, la prochaine étape, c'est le poker ou pas? Alors, le poker, nous avons en fait déjà le poker. Donc, cette étape est déjà franchie. Merci de cette question. Donc là, pas par une acquisition, mais par la contractualisation d'une offre en marque blanche que donc nous vendons aussi sur notre plateforme, qui a été ouverte maintenant il y a 15 jours. Donc nous avons aujourd'hui le poker et les paris sportifs. Sur The Turf, on a donc annoncé la signature. Nous avons encore une période où nous devrons obtenir un certain nombre d'autorisations, autorité de la concurrence, ANJ, pour pouvoir complètement intégrer cette acquisition. Donc aujourd'hui, ça reste une activité, même si elle est virtuellement à nous, elle n'est pas encore intégrée à notre offre. Voilà. C'est pas encore officiel. Voilà. Et, mais au-delà de cet élargissement de votre cœur de cible, de votre métier de base, il y a aussi des diversifications. Dans quelle direction? Et puis on peut aussi penser à l'international. Vous êtes uniquement français pour l'instant. Alors, la diversification, effectivement, là nous sommes sur une stratégie dans laquelle nous allons, en quelque sorte, chercher à capitaliser sur nos actifs existants, donc en particulier en France, s'agissant de la diversification dans paiements et services. Et donc nous avons d'ores et déjà commencé à lancer dans nos points de vente un service qu'on appelle paiement de proximité, que nous avons lancé avec la Confédération des buralistes dans le cadre d'un appel d'offres que nous avons gagné auprès de la DGFiP, et grâce auquel les Français peuvent payer leurs impôts, leurs contraventions, des factures de services publics de proximité. Et aujourd'hui, ils peuvent le faire dans 14 000 points de vente. Et pourquoi 14 000 points de vente? Eh bien, parce qu'en fait, ce service que nous avons lancé au départ dans 4 500 points de vente, puisque c'était le minimum auquel on s'était engagé, a été absolument plébiscité, et par nos clients et par nos détaillants. Donc aujourd'hui, ça n'est pas tellement ça n'est pas un gros chiffre d'affaires ni une grosse marge, c'est plutôt quelque chose qui conforte nos points de vente par les effets de trafic qui sont créés, par l'utilisation de ces points de vente qui sont
qui sont formidables, qui sont ouverts avec des horaires extraordinaires tous les jours et dans lesquels, de plus en plus, on peut trouver des produits et des services variés. Donc, c'est une diversification. C'est de la fidélisation aussi. C'est de la fidélisation, c'est du recrutement. Et ce qu'on a donc imaginé, c'était que, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on pouvait aller au-delà, c'est-à-dire d'une part proposer d'autres types de factures. Alors j'ai vu qu'il y avait mes amis de Veolia ou d'Engie, donc nous pourrions leur proposer que leurs clients payent leurs factures dans nos points de vente. Encore une fois, c'est un mode qui manifestement est utile aux Français, donc ça c'est un axe de développement. Et nous avons aussi, et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons acquis donc deux petites sociétés, nous avons aussi la conviction que nos détaillants ont besoin qu'on les accompagne pour développer ces services et pour gérer leurs points de vente. Et donc Aleda et l'addition, c'est à la fois le développement de services supplémentaires qui enrichissent l'offre de ces points de vente, qui d'ailleurs participent aussi à leur viabilité économique dans les territoires, et c'est aussi des services aux détaillants qui ont besoin de développer ces points de vente de la manière la plus efficace et moderne possible. Et c'est dans ce cadre-là que sont inscrits ces deux acquisitions. Alors maintenant, peut-être l'international. Oui. Voilà. Alors l'international, là, on est davantage, comme on l'a fait sur The Turf, on est dans l'investissement dans notre cœur de métier. Donc notre cœur de métier, donc la loterie, les paris sportifs. À l'international, aujourd'hui, nous sommes un acteur qui est en fait déjà un acteur B2B, donc qui vend aujourd'hui son savoir-faire, sa technologie, ses plateformes, ses coteurs à des loteries ou des opérateurs sportifs en Europe et même sur le continent nord-américain, puisque nous opérons, par exemple, les paris sportifs de la loterie de l'Ontario. Voilà, ça, je pense que c'est pas forcément très connu. Donc ça montre que nous avons une vraie capacité et une vraie crédibilité qui est reconnue, une vraie compétitivité, parce que c'est des appels d'offres compétitifs, pour offrir ce genre de service. Mais après, est-ce que c'est pas compliqué de devenir opérateur en n'étant pas pour rendre du service, il n'y a pas de souci, mais pour devenir un opérateur purement et simplement, est-ce qu'il n'y a pas des barrières un petit peu qui empêchent un Français de devenir opérateur, je sais pas, en Belgique ou aux Pays-Bas? Si vous posiez la question à Orange, il vous dirait qu'ils sont opérateurs dans des tas de pays. Donc on voit bien que c'est pas du tout ni interdit ni impossible. Après, ça demande à être fait, souvent en s'appuyant sur des partenaires locaux, en investissant dans le pays, mais c'est tout à fait possible. Donc, pour passer effectivement à une échelle supérieure à l'international, ce qui nous paraît à la fois possible et intéressant pour la Française des Jeux et son histoire, eh bien, nous sommes effectivement prêts à acquérir des opérateurs existants qui détiennent des licences ou à concourir pour des licences pour opérer des loteries ou des paris sportifs dans d'autres pays. C'est quelque chose que d'autres opérateurs de loterie font. Voilà, est-ce que parmi vos grands concurrents internationaux, certains sont implantés hors de leur... Bien sûr, tout à fait. Non, donc c'est aujourd'hui un secteur qui n'est plus uniquement dans ses frontières nationales. Et nous pensons que compte tenu des atouts de la Française des Jeux, de ce qu'on a montré au départ, de sa capacité démontrée de générer de la croissance, d'innover, d'aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux marchés, eh bien nous avons une capacité aussi effectivement d'être présents à l'international. Et donc ça fait partie de nos plans. Donc il faut trouver trouver les bons actifs. L'occasion fait le larron. Voilà. On a vu que les activités de diversification représentaient encore un petit peu moins de 3% du chiffre d'affaires. Vous avez un objectif chiffré de dire peut-être 5, 10% à terme? On n'a pas donné d'objectif à ce stade. Moi, je préfère donner des objectifs quand je suis relativement sûr de les atteindre. Ça fait partie de mon caractère prudent, mais qui m'a plutôt bien réussi jusqu'à présent. D'accord, donc vous n'avez pas donné d'objectif. Dommage. Troisième axe présenté lors de la journée investisseur, c'est la politique RSE, socialement responsable, avec bien sûr le sujet du jeu responsable et de l'addiction. En fait, comment faire pour qu'un loisir ne devienne pas une addiction? Quelle réponse apportez-vous à ça? Parce que c'est toujours un sujet un petit peu qui peut paraître un peu ambigu. Alors, c'est pas du tout ambigu, parce qu'en fait, c'est au cœur de notre modèle économique et social. Donc, de toute façon, une entreprise comme la Française des Jeux ne peut pas avoir un modèle de croissance durable
si elle n'est pas très forte, même la meilleure sur ces sujets. Donc nous voulons être un leader aussi sur ce sujet. Nous pensons un petit peu que nous le sommes, à vrai dire, à travers un certain nombre de preuves donc, qui ont été développées depuis d'ailleurs très longtemps sur notre politique de jeu responsable. Alors on pourrait la décrire dans tous ses détails puisqu'elle va de l'analyse du risque jeu par jeu à aussi le suivi de nos joueurs, évidemment davantage en ligne aujourd'hui qu'en point de vente, puisque c'est beaucoup plus facile de les suivre, et aussi à travers tous les instruments que nous avons pour aussi que nos joueurs soient amenés à mesurer leur comportement et à s'auto-limiter. Donc c'est toute une politique qu'on a développée depuis longtemps. Il y a aussi un élément très important dont on parle souvent, qui est la lutte contre le jeu des mineurs. En France, donc, le jeu des mineurs est interdit, donc en dessous de 18 ans, c'est interdit, et ça fait partie des choses sur lesquelles nous engageons des moyens très très importants, notamment évidemment dans nos points de vente, mais c'est aussi un sujet en ligne en fait. Oui. Ça va vous paraître étrange, mais c'est le cas. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui pour nous sont des convictions, et c'est pas seulement c'est des convictions, j'allais dire éthique, mais aussi économique, qui est de toute façon notre modèle, il ne peut se développer que dans le respect de la régulation, mais même en étant mieux que la régulation. Et on est mieux que la régulation au sens où nous prenons des engagements qui vont au-delà de ce que nous demande notre régulateur. Par exemple, nous avons pris l'engagement depuis 2 ans, même 3 maintenant, de consacrer plus de 10% de notre budget média à des campagnes sur le jeu responsable. Donc nous dépensons de l'argent pour faire connaître ces limites qui font partie du jeu. En particulier pendant le mondial de foot, eh bien, nous consacrons 15% de notre budget média à des campagnes, notamment sur des avertissements, sur le jeu des mineurs, parce qu'évidemment, c'est le moment où tout le monde va s'intéresser à cette activité. Donc c'est le moment de communiquer. Donc on y met de l'argent. Voilà. Mais peut-être que toute la profession ne fait pas ça. C'est ça un peu le... Alors, après, de toute façon, la profession, il y a une régulation et donc tout le monde doit l'appliquer. Ensuite, la profession a été conduite suite à des réactions que je peux tout à fait comprendre pendant l'Euro, à accepter de rentrer aussi dans un système en quelque sorte d'autorégulation sous l'égide du régulateur. On va voir si ça marche. Bon, tout le monde ne fait pas pareil, non, mais je ne veux pas en parler. Mais la politique RSE, c'est bien sûr le jeu responsable, mais il y a aussi d'autres sujets sur lesquels vous êtes impliqués, l'environnement ou la biodiversité. Alors nous pensons, et je pense que toute entreprise aujourd'hui doit penser à ces sujets et se demander quelle est sa contribution. D'abord, comment limiter ses impacts négatifs et comment augmenter ses impacts positifs. Alors les impacts négatifs, c'est assez clair. La première chose à laquelle on pense, c'est limiter les émissions de CO2. Donc c'est la trajectoire CO2 que nous avons définie, que nous avons déjà atteinte sur ce qu'on appelle, en rentrant dans la technique, scope 1 et scope 2, c'est-à-dire les choses qui sont directement dépendantes de nous. Ouais. Voilà. Et comme beaucoup d'entreprises, maintenant, la nouvelle frontière, c'est d'aller appliquer cette réduction des émissions à ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire en fait notre environnement, nos fournisseurs en particulier. Donc c'est ce à quoi nous sommes attelés maintenant, puisqu'on pense que ça fait partie de notre responsabilité en tant qu'entreprise, comme toute entreprise, même si on n'est pas évidemment un gros émetteur de CO2. Et sur l'impact positif, l'engagement, enfin, l'un des principaux engagements que nous avons décidé de prendre et sur lequel nous allons encore investir davantage, c'est la biodiversité. Alors pourquoi la biodiversité ? Parce que la première chose à laquelle les gens pensent sur la Française des Jeux, c'est le papier. Voilà. Alors c'est pas non plus, j'allais dire une énorme dépense de l'entreprise, mais c'est vrai qu'on est une entreprise qui, dans la partie non digitale, à des supports papier. Et donc, la première chose qu'on a faite sur ces supports, évidemment, c'est les imprimer sur du papier de forêt responsable. La deuxième chose qu'on fait, c'est investir dans des forêts. Et nous allons aller probablement plus loin sur ce sujet, puisque nous pensons que sur ce sujet, nous pouvons encore développer un impact positif et donc contribuer à
davantage de forêts et même peut-être au financement de projets de biodiversité qui sont assez corrélés avec cet impact que nous voulons avoir sur les forêts. Et je pense que c'est un thème très important aujourd'hui. D'accord. Alors on ne peut pas ne pas parler d'un sujet qui a pesé quand même sur les cours depuis l'été 2021, c'est la soulte supplémentaire qui pourrait être réclamée par Bruxelles. Alors rappelons qu'au moment de l'entrée en bourse, le groupe avait versé une soulte pour le maintien sur 25 ans de ses droits exclusifs sur les loteries physiques et en ligne et sur les paris sportifs en point de vente. Alors FDJ avait payé 380 millions, je crois, et par exemple Citigroup a estimé dans une étude qu'il pourrait y avoir 1 milliard de plus à payer. Alors où en est-on, parce que vous pouvez faire le point là-dessus, et où en est-on de la procédure de Bruxelles ? Alors, je vois vous avez bien résumé la question. Effectivement, il s'agit d'une procédure ouverte contre l'État français qui ne nous aurait pas fait payer assez cher la sécurisation des droits de monopole que nous avions évidemment avant la privatisation et qui ont été sécurisés par la loi Pacte. Bon, alors je ne ferai pas de commentaire sur la question de savoir pourquoi la Commission européenne a ouvert une procédure en juillet 2021 alors que la privatisation a eu lieu en novembre 2019. Bon, mais no comments, comme c'est le temps de l'administration, peut-être. Je ne ferai pas de commentaire sur ce sujet. Alors, ce que je peux dire sur la procédure, c'est que nous l'avons découverte effectivement avec une certaine surprise. Bon, au-delà de cette surprise, nous avons évidemment, avec l'État, répondu à toutes les questions de la Commission sur cette soulte, qui a été fixée d'une manière extrêmement transparente, avec un avis de la Commission des participations et des transferts. Donc nous sommes, à vrai dire, assez serein sur le fond du dossier. Après, il y a le temps de la Commission et qui malheureusement n'est pas dans mes mains, parce que moi je suis plutôt à essayer de terminer assez vite avec cette affaire, et qui pourrait nous amener à une décision, je l'espère, en 2023. Voilà, donc je ne vais pas commenter les calculs de Citi, qui à mon avis n'a pas plus d'informations que moi sur ce dossier, même plutôt moins, j'aurais tendance à dire. Alors, on a commencé à parler de chiffres, on va continuer avec les perspectives financières pour cette année et les prochains exercices, puisque, je le rappelle, le but aussi de la réunion, de la journée investisseur, était de tracer une trajectoire à moyen terme. Voilà, alors vous avez sur cette slide ce que nous avons réaffirmé et affiné lors de notre Investor Day de la semaine dernière. Alors qu'est-ce qu'on peut en retenir ? On peut retenir que d'abord FDJ est une entreprise de croissance régulière, et je pense que c'est bien d'être une entreprise de croissance, mais c'est très très bien d'être une entreprise de croissance entre 4 et 5% par an, tous les ans, pendant de nombreuses années. Alors je pourrais revenir en arrière en vous montrant que ça a été le cas depuis 25 ans, ce qui est vrai. Et là, simplement, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, on se sent suffisamment, confiant dans notre modèle pour affirmer notre capacité d'être entre 4 et 5% de croissance sur l'ensemble de nos activités, plutôt en haute fourchette, dans les prochaines années. Et ça, je pense que déjà, c'est un atout. Oui. C'est un atout. Voilà. Alors cette croissance, elle est, comme on l'a dit, elle est notamment générée par la transformation digitale de l'entreprise. Donc le fait d'avoir une croissance de 20% de nos mises digitales par an, donc avec un horizon de transformation de nos mises qui, à 2025, qui est générée par cette croissance régulière de 20%, qui est une croissance quand même très dynamique, voilà, et qui elle aussi, je pense, est un facteur extrêmement structurel positif. Et puis, à travers tout ça, eh bien, qu'est-ce que nous faisons ? Nous utilisons ce qu'on appelle le levier opérationnel, c'est-à-dire que nous améliorons notre marge à travers cette croissance et cette transformation digitale, puisque le digital sur la loterie, en fait, il est relutif sur notre marge d'EBITDA. Donc, il nous permet de générer une profitabilité supérieure, puisque nous avons donc promis un taux de marge d'EBITDA qui soit supérieur à 25%, donc à horizon 2025. On est déjà au-dessus de 23%.
Cette année, on va probablement tangenter les 24. Voilà, donc là aussi quelque chose qui est très solide. Donc il y a de bonnes chances de dépasser vraiment on verra. Pour l'instant, c'est ça notre engagement. Ouais. Voilà. Et tout ça évidemment, est un socle de modèle économique qui est très très solide et qui s'accompagne, et j'insiste, aussi d'engagements très forts sur la partie ESG, extra-financière, parce que nous pensons que les deux vont de pair si on veut assurer dans la durée cette croissance. Donc un engagement sur la limitation du nombre de joueurs excessifs, en particulier en ligne, parce que c'est là qu'on peut davantage le piloter, un engagement sur l'empreinte carbone dont j'ai parlé, et un engagement global sur le maintien de notre notation ESG. Voilà, donc tout ça nous donne une perspective de croissance durable de l'entreprise, qui évidemment, compte tenu de sa génération de cash sur la base de son EBITDA, nous permet aussi d'assurer une promesse de dividende qui est maintenant entre 80 et 90% de notre résultat net. L'année dernière, notre résultat net était donc à 294 millions d'euros. On en a donc distribué 80%. Voilà, donc je pense que tout ça donne une perspective d'une entreprise avec une très forte récurrence de sa croissance, de sa rentabilité et donc de ses retours pour les actionnaires. Et je pense que c'est une promesse qui a beaucoup de valeur dans le monde d'aujourd'hui. Plus de 80% de taux de distribution, c'est digne d'une foncière, hein, comme taux. On va parler des actionnaires qui sont très nombreux, puisque la privatisation fin 2019 avait été un très grand succès avec 500 000 actionnaires individuels. Où en est-on à présent ? Alors, nous sommes toujours une des entreprises qui a le plus d'actionnaires individuels, je crois, d'après les derniers classements. Nous avions près de 500 000 actionnaires individuels au moment de la privatisation, qui, comme on le sait, a fait l'objet d'un certain nombre incitations, comme dans les privatisations, c'est-à-dire des cotes, actions gratuites. Nous avons, et je pense que ça c'est une source de fierté pour nous, nous avons toujours aujourd'hui près de 400 000 actionnaires. Donc évidemment, certains actionnaires ont en quelque sorte sont partis après les gratuites, sans doute. Voilà, la valeur des gratuites, à un moment où par ailleurs l'action se portait tout à fait très bien. Donc ils ont fait une très belle opération et c'est bien. Tant mieux pour eux. Voilà, j'en suis extrêmement contente, mais je suis aussi très fière et je me sens très en responsabilité d'avoir près de 400 000 actionnaires individuels qui nous accompagnent. Je pense qu'ils nous accompagnent pour les raisons qu'on a dites, c'est-à-dire qu'on est une entreprise qui a des perspectives de croissance et de rendement régulière. C'est la promesse qu'on a faite et qu'on compte bien tenir. D'accord. Et donc c'est ça le principal atout pour continuer à les séduire à l'avenir. Alors c'est notre principal atout. C'est un atout que nous développons à travers notre relation avec eux. Donc nous avons aujourd'hui donc un club actionnaire. Nous leur proposons des formations. Nous les invitons dans nos studios. Voilà, nous leur donnons le meilleur de ce qu'est FDJ à travers notre communication, notre relation, parce que nous pensons que c'est très important pour nous de maintenir cette relation. Nous sommes une entreprise qui se projette dans le long terme et nous pensons que nous nous projetons aussi dans le long terme avec ses actionnaires. Donc c'est ça que nous voulons incarner. Très bien. Merci beaucoup Stéphane Pallès pour cette présentation. Merci à vous. Merci à vous. Merci.